Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans la septième illusion. Je suis Joe et avec Hugo, nous allons parler de Napoléon d'Abel Gance. Ressorti en salle récemment, ce poème filmique de 7 heures narre la vie de Napoléon de son enfance jusqu'aux dernières conquêtes. D'abord, je vais te lancer du coup sur quel était ton rapport à Abel Gance et à Napoléon. Alors, mon rapport à Abel Gance et notamment à son Napoléon se fait par le prisme, on va dire, de la fac de cinéma, parce que c'est une œuvre que l'on voit, enfin que l'on ne voit pas justement, et c'est peut-être aussi un des problèmes de ce cursus universitaire, mais c'est une œuvre dont on entend beaucoup parler quand on est étudiant en cinéma, une œuvre aussi qui marque profondément l'année 1927, qui est une année aussi importante pour le cinéma, à une époque où on se demande si le cinéma serait un art à part entière. Abel Gance lui-même a essayé de suivre cette théorie qui était déjà engagée par Canudo quelques années avant. Et puis c'est aussi en 1927 le premier film parlant qui voit au jour. Donc voilà, c'est un film qui se place dans une époque tout à fait intéressante à étudier dans cette période du cinéma muet. Et, euh, et du coup, ouais, je ne le connaissais que de ce point de vue universitaire. Et c'est souvent un peu barbant quand dans une faculté on nous parle de tel film ou de tel film que certains professeurs aiment beaucoup avec passion, mais que on n'a pas on a un peu justement une frustration de se dire oui, c'est un film que malheureusement je ne peux pas voir parce que en l'occurrence ce film dure 7 heures, qu'il est assez long, qu'il est en deux parties et qu'il est surtout pas facilement trouvable. Donc cette ressortie au cinéma, c'était pour moi l'occasion de mettre en image tous les discours que j'ai pu entendre en tant qu'étudiant, et aussi bah, de me confronter à l'un des plus grands, si ce n'est aussi peut-être le plus grand film muet de tous les temps, euh, parce que véritablement c'est un film que j'ai trouvé absolument passionnant, qui est vraiment fidèle à sa réputation de grand chef-d'œuvre du cinéma muet. Donc voilà, je ne sais pas toi quel est ton ressenti aussi de ce côté-là, euh, ton rapport aussi à cette œuvre, mais pour moi ça a été cette grosse claque de 2024, mais qui date du coup de 1927. Je vais te rejoindre là-dessus, Abel Gance, tu l'entends beaucoup en fac, et c'est surtout un réel que tu ne vois pas. On te demande de le voir, mais jamais on va se poser et étudier un Abel Gance. C'est un cinéaste que j'ai découvert par son film J'accuse et par toutes ses expérimentations autour de cristaux que je te conseille beaucoup. Tous ses courts-métrages scientifiques sont passionnants, qui détaillent du coup ce qu'est le magirama, qui l'a profondément marqué et avec lequel il a créé une entre guillemets suite de J'accuse et qui réutilise sous le nom Polyvision dans le dernier acte de Napoléon. Tu parles de grandeur 2024, ça va au-delà. Napoléon, c'est un film qui a toujours été marqué par après. C'est un film qui est nourri de la peur que Abel Gance a eue de cette Première Guerre mondiale et qui retranscrit ici dans tout ce qui est le vécu de l'empereur en faisant un poème filmique qui n'est pas forcément à la gloire comme certains le pensent, mais qui veut juste être ce conte lyrique et épique sur la France. Ça se veut être grand, c'est grandiloquent, mais ça va jamais être pour moi un des plus grands films muets. Parce qu'il est déjà, ce n'est pas le meilleur film d'Abel Gance. Parce que la roue Oui, après existe. c'est peut-être dû aussi je le reconnais, une certaine de mes lacunes sur le cinéma muet, qui est un cinéma que j'explore trop peu, hein. Donc c'est pour ça que je mets aussi des guillemets là-dessus, parce que je dis que c'est l'un des plus grands à mes yeux, parce que c'est aussi l'un des rares que j'ai vu, hein. Je reconnais, j'en ai peut-être vu une vingtaine en tout de films muets, ce qui n'est vraiment pas optimal. Mais du coup, je vais te lancer sur ça, mais comment tu abordes le muet ici? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne porte d'entrée, du coup, pour nos auditeurs, pour le film muet ou pas du tout? Bah, étonnamment, je pense que oui. Alors, j'ai pas énormément répondu à cette question, mais je pense que oui, parce que d'abord, c'est un côté épique, tragédique et même parfois lyrique dans sa seconde partie. C'est une œuvre qui aime filmer
une certaine idée de la grandeur, de la démesure aussi, avec des grands décors, de grandes étendues sur la foule, beaucoup aussi de grands angles, et ce sera poursuivi jusqu'à cette bataille d'Italie où Abel Gance utilisera le Polyvision, qu'il a d'ailleurs breveté pour ce Napoléon. Donc c'est quelque chose qui met très en avant l'épique et donc aussi le spectaculaire d'une certaine manière. Et je pense que n'importe qui peut appréhender le Napoléon d'Abel Gance justement grâce à ce côté magnifiquement épique, presque brut aussi, hein. Les cartons textes sont très présents, mais pour autant, c'est un film qui n'a pas énormément de dialogue, non pas que ce serait un choix artistique de donner sens entièrement à l'épique et tout. Loin de là, je pense que c'est juste un film qui est assez taiseux et qui prend le temps, et comment d'ailleurs, hein, qui prend le temps d'exposer la gloire, factice ou non, de Napoléon Bonaparte. Et c'était purement intéressant dès son introduction, en fait. Je pense qu'elle est plutôt trouvable sur internet parce que j'en ai déjà vu des extraits, mais de cette bataille de neige où Napoléon, à son jeune âge, il doit avoir 10 ou 11 ans, est filmé comme un vrai stratège militaire, comme un grand homme de combat, alors qu'il n'a juste 11 ans et il se bat dans sa cour d'école. Et c'est plein de scènes comme ça parce que j'ai trouvé le film assez chapitré en un sens, dans le sens où toutes les scènes se démarquent les unes des autres. Et, et je pense que chacun de ces chapitres peut permettre une adhésion avec le public, surtout dans sa première partie qui est pour moi assez différente de la seconde, dans le sens où la première partie va plus tourner sur ce côté épique, grandiose, monumental, enfin tous les adjectifs qualificatifs que l'on veut, mais la deuxième partie, elle, va être plus lyrique, donc ça parlerait peut-être un peu plus, et encore, quoique. Et je pense que justement, faire une première partie épique pour ensuite emmener son spectateur désormais convaincu vers un sentiment de lyrisme et de pure poésie, c'est quelque chose d'assez intéressant, surtout quand il faut le faire tenir pendant 7 heures. Alors bien sûr, dans son époque, hein, en 1927, c'est pas du tout une manœuvre très choquante, mais aujourd'hui, en 2024, découvrir un film muet, c'est, je pense, pour la grande majorité des gens, assez compliqué, d'autant plus quand on dit de manière assez péjorative parfois que ce film dure 7 heures et tout. Non, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Peut-être que tu vas être contre mon avis, je sais pas, mais pour moi, c'est vraiment très bon. Mais je vais être d'accord avec toi. Et tu parles surtout d'une question du factice, qui est une question qui obsède ces réalisateurs de grandes fresques d'époque, et notamment Abel Gance qui va jusqu'à filmer dans les décors originels de Napoléon et à apporter des notes de bas de page pour justement aider ce spectateur à rentrer dans l'histoire de l'empereur et surtout dans l'histoire de France, qui est une méthode de mise en scène qui avait été utilisée 10 ans auparavant par David Dwarf Griffiths dans son L'essence d'une nation. Et on va être dans le même objectif ici avec Napoléon, de créer une œuvre patriote, mais de créer surtout, comme tu le dis, du spectaculaire sur le livre, le roman national. Quelque chose qui est repris par moult réalisateurs des contrats de Napoléon, évidemment, c'est l'épique au service du roman national. Et ici, c'est ce qu'il fait en s'inspirant, notamment, du coup, de ce cinéma américain. Mais j'irai plus que là, j'irai que le spectaculaire n'est pas forcément pour le spectateur. Ça apporte énormément à toute cette ambiance, mais ce qui rentre directement en tant qu'une bonne porte d'entrée, c'est la musique. C'est ces compositions, c'est ces grands angles qui obligent quasiment le spectateur à approuver un certain point de vue. Ouais, tout à fait. La musique est aussi une grande porte d'entrée, d'autant plus que c'est une version donc qui a été refaite. Je pense qu'on peut aussi parler un petit peu de la façon dont cette ressortie, enfin cette version, comment dire, ce remaster a été fait, puisque voilà.
c'est des morceaux du film de Napoléon vu par Abel Gance qui ont été récupérés par-ci par-là au travers le monde, recollés et remontés selon les notes de l'auteur, et pour s'approcher finalement de la version originale qui était à ce jour, il me semble, perdue. Enfin, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que la version originale de 1927 était partiellement troué, il en manquait des morceaux qui ont été retrouvés, et donc tout a été remonté, refait selon les désirs d'Abel Gance qui a été exprimé dans ses notes, sauf la musique qui elle est purement contemporaine, puisque Abel Gance n'avait pas donné de consignes euh, pour ce qui devait être joué dans la salle de cinéma. Donc on a ici une composition faite, il me semble, de mémoire par l'orchestre de Radio France, qui est une composition épique à la hauteur des images qui sont proposées. C'est tout à fait fascinant et il y a un ajout qui du coup ne pouvait certainement pas être fait en 1927, quoique le parlant arrivait, mais c'est la partition d'un ténor dont je n'ai plus le nom, mais qui chantait du coup durant la première partie du Napoléon d'Abel Gance la Marseillaise, mais chantait du coup selon une version d'opéra. Revenir aussi sur l'opéra, c'est aussi revenir sur ce sens lyrique et poétique, voire même aussi peut-être épique et politique euh, de ce film. Mais cette voix, ce chœur aussi qui le suit, elle est super intéressante et au moment où c'est placé, ça donne quelque chose de magistral. C'est pour situer rapidement, sans trop spoiler, quoique c'est un film difficilement spoilable, euh, c'est au moment où euh, l'Assemblée nationale s'empare, enfin les députés de l'Assemblée nationale s'emparent de la Marseillaise comme chant révolutionnaire, puisqu'on est dans un contexte post-révolution où les monarques sont traqués, voire décapités, et on essaye par-delà tout ça de bâtir une république. Donc la Marseillaise apparaît dans cette époque. Et je pense que la chanter à ce moment-là, c'est aussi donner de l'épique dans ce que tu as appelé le roman national. C'est tout à fait ça. Donc il y a des ajouts en termes de composition et d'orchestration qui sont vraiment brillants et qui, malgré le fait qu'ils soient totalement contemporains, ne dénaturent pas. euh, ou quasiment jamais, malgré l'utilisation de la voix, l'œuvre et les images qui sont présentes, c'est une symphonie tant visuelle que sonore, les deux se marient tellement bien. Donc ouais, c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, une énorme porte d'entrée dans le cinéma muet, puisque images et son forment un tout vraiment indissociable, et pour le coup, absolument brillant, quoi. C'est l'un des grands points forts aussi, je pense, de ce Napoléon d'Abel Gance. Et c'est d'autant plus fort quand Abel Gance, justement, n'en est pas responsable, puisque ce n'est pas lui qui a composé cette orchestration-là. Mais que tu le veuilles ou non, pour en tenir pour moi, l'ancien et le moderne doivent collaborer. Quoi qu'il arrive, parce que la France d'hier, c'est celle, on va dire, d'aujourd'hui, mais entre 100 ans d'écart, les mœurs changent. La vision et la consommation de l'art changent. Donc, évidemment qu'on prend toutes ces notes de bas de page, toutes ces notes d'Abel Gance, pour essayer d'en tirer le maximum modernement parlant. Tu parles de cette Marseillaise, il y en a deux dans le film. Elle arrive une première fois où elle est emparée comme un chant révolutionnaire par la République, et elle voit du coup son contre-champ arriver en partie 2, où l'empire de Napoléon commence à être vu comme une solution, et où la Marseillaise arrive contre lui. Parce que un des problèmes du film restera que sa vision de l'Empire est plutôt vue comme la solution à la République. Pas la République. Le vrai problème du film ici, c'est qu'il voit du coup intégralement l'Empire napoléonien comme la réponse à la Révolution française, comme une alternative à la monarchie, alors que quand on le voit actuellement, ça peut pas être ça.
Oui, c'est un remplacement de la monarchie par une figure impérialiste, donc finalement, on en revient un peu au même, quoi. Mais on en revient au même, et surtout on revoit l'impérialisme comme la Révolution. Et donc ici, comme du coup cette épique du roman national, comme cette Marseillaise qui résonne la première fois pour partir en Révolution, là c'est pour partir en Empire. D'autant plus que je pense qu'on peut aussi dire, mais parce que c'est important de le dire, je pense, mais le Napoléon vu par Abel Gance tel qu'il est n'est pas un projet fini aussi. Parce que il me semble qu'Abel Gance avait prévu de traiter de toute la vie de Napoléon. Et donc de sa naissance, enfin pas vraiment de sa naissance du coup, mais de cette fameuse scène dans la neige jusqu'à la toute fin, donc à sa mort. Mais Abel Gance n'a pas pu, pour X raisons, conclure son œuvre qui durait déjà 7 heures. Mais donc ce que vous allez voir au travers ces deux parties du Napoléon d'Abel Gance, c'est donc Napoléon de son enfance en Corse jusqu'à la bataille d'Italie. Autrement dit, dans le Napoléon d'Abel Gance, il n'y a pas d'empereur, pas encore. Puisque la scène, enfin la scène, qui n'en est pas une du coup, mais le moment où Napoléon va se faire couronner empereur est tout simplement absent du film, car chronologiquement, ça se déroule plus tard. Sans doute qu'Abel Gance allait le faire dans ses projets, dans ses ambitions, mais en tout cas, ce n'est pas encore le cas. Et je pense que cette non-fin du film euh, porte un peu préjudice aussi à son discours, puisque finalement, il y a une absence de manque dans la prise de position d'Abel Gance sur l'icône, si on peut appeler ça comme ça, napoléonienne. C'est-à-dire concrètement, hormis ce grand stratège militaire et cette figure absolument épique, qu'est-ce que Abel Gance pense de Napoléon? Et ben, je pense qu'on pourra pas trop le déterminer avec ces deux parties-là, quand bien même elles durent 7 heures, puisque on n'a pas encore entré dans le dur du discours impérialiste ou contestataire aussi par la suite de l'Empire napoléonien. Donc je pense que c'est un manque malheureusement qu'on ne pourra jamais combler. Donc on doit s'en tenir au film tel qu'il est, c'est-à-dire ces deux parties de cette heure-là. Mais du coup, c'est un film qui, thématiquement, est assez compliqué à aborder puisque, encore une fois, il est incomplet. Donc, peut-être que je me répète un peu là, mais voilà, il y a ce sentiment de... On ne sait pas trop s'il conteste la figure impérialiste ou si au contraire il l'affirme par ces éléments de grandeur et de mise en scène absolument fantastiques. Euh, et ça laisse une trace de flou et de mystère. Et c'est pas, je vais pas chercher à discuter ce que Abel Gance aurait voulu discuter de cet empereur. Je pense qu'il faut prendre le film tel qu'il est, et tel qu'il est, c'est malheureusement aussi sans son discours, puisque le discours n'est pas complet, donc a-t-il vraiment une valeur? Euh, Maintenant, effectivement, c'est un film qu'on a souvent, dans le discours critique, et encore plus depuis cette ressortie, entendu dire qu'il serait napoléonien, ou du moins pro-bonapartiste. Toi, qu'en penses-tu? Oui, évidemment, au sens grec du terme, Napoléon est filmé comme une icône. Et j'ai beau être profondément de gauche et profondément anti-empire, oui, il est indéniable qu'il a marqué cette histoire. Mais le vrai problème, entre guillemets, de cette non-prise de position restera la non-fin du film. Napoléon est traité comme un émissaire, comme le Messie qui va unir l'Italie et qui va quasiment unir la France. C'est justement, le film aurait dû durer 14 heures si tu veux. C'est trop rushé. Napoléon est traité de manière à être un personnage qui fait débat, mais qui unit le pays, qui unit tout. Et il aurait dû falloir avoir une fin. Oui, alors franchement, je n'ai aucune idée de comment ce film n'a pas pu être concrétisé. Peut-être que Gans est mort, ce qui n'est pas impossible. Non, Peut-être Gans, que... non, Enfin il est voilà. mort en 80. Il est mort quand? Gans, il est mort à quasiment 100 ans en 80. En 80. D'accord, donc je n'ai apparemment
aucune idée de comment ce film a pu se terminer. Enfin, n'a pas pu justement se terminer. Peut-être était-ce dû à des questions de budget, justement parce que économiquement, il me semble que que c'est un film qui n'a pas tant marché que ça, puisque le parlant faisait son arrivée, que l'expression artistique d'Abel Gans ne plaisait pas à tout le monde, puisque Gans était l'un des fervents défenseurs des discours de Canudo sur la présence du cinéma comme un art à part entière, et c'était à son époque, en tout cas, contesté par certains. Donc, il avait certes inventé une forme d'expression, ou du moins il avait peaufiné une forme d'expression euh, purement cinématographique que certains ont déjà pu expérimenter, notamment bah, dans cette avant-garde française dont il fait partie. On pense à Jean Epstein ou à Germaine Dulac, qui ont aussi participé à la montée du cinéma en tant qu'art. Mais c'est un film qui a été un peu éclipsé justement par l'arrivée du parlant, pour diverses autres raisons, pour aussi faut le dire, avec ce système de polyvision, comment dire, des systèmes de projection qui étaient assez compliqués à l'époque, puisqu'ils nécessitaient trois écrans au lieu d'un. Donc c'est un film qui n'a pas pu être vu par beaucoup à son époque, et je pense que c'est un argument qui a dû jouer en sa défaveur, et c'est aussi le peut-être, je ne veux pas m'avancer, mais sur le pourquoi ce film n'a pas de fin et aurait dû, bien sûr, en avoir une. Rien que pour affirmer ou désaffirmer les discours qu'on lui prête aujourd'hui. Mais du coup, moi, je voudrais t'interroger sur justement la place qu'a aujourd'hui ce Napoléon d'Abel Gans dans euh, ce qu'on dit de l'avant-garde française. Parce que c'est une période aussi très riche pour le cinéma muet. On en parlait en début d'épisode. Euh, L'avant-garde française, dans sa période muet, est une période extrêmement intéressante. Et Napoléon l'a conclu aussi à sa manière. euh, Parce que bah, pour toutes les raisons qu'on a citées, je pense qu'après ça, les grands auteurs et autrices de cette avant-garde française ont commencer à décliner ou à revenir, mais dans une forme qui ne peut, dans une période qui ne peut plus être considérée comme de l'avant-garde. Donc, toi, comment vois-tu ce Napoléon dans cette époque-là, justement? Je le vois plutôt comme le film qui a fini l'avant-garde. On va arriver vers 1930. Le cinéma, comme tu le dis, devient de plus en plus parlant. Et le vrai problème, ça va être ça. C'est que c'est un film qui est quasiment mort au moment où il sort. C'est le film qui finit l'avant-garde en beauté et qui va permettre au cinéma français d'aller plutôt vers autre chose. Ouais, on peut dire que ce film y met un terme en beauté, mais pour autant il l'achève aussi d'une certaine manière, puisque ça a peut-être aussi confirmé le public de l'époque dans le fait que eh bien, le muet c'était fini et qu'il fallait passer peut-être aussi à autre chose. Euh, mais c'est une période tout à fait intéressante, et je vous emmène aussi vers d'autres films de cette époque qui peuvent être tout à fait intéressants à voir, justement pour leur forme de recherche presque scientifique sur la question du cinéma, et aussi bah, sur cette forme d'affirmation artistique. Je pense notamment au Tempestaire de Jean Epstein. On pense à de nombreux films de Germaine Dulac, La cigarette, La souriante Madame Bedet, etc., qui sont aussi des films hyper pertinents pour découvrir, on va dire, ce qu'était dans sa forme bah, cette avant-garde. Mais justement, euh, Joe, toi, qu'as-tu pensé de Napoléon en tant que objet formel artistique, ou en tant qu'objet plastique qui se situe dans un contexte particulier, dans une époque particulière? Aujourd'hui, on dit, dans les facultés de cinéma notamment, que Napoléon d'Abel Gans est une sorte de, comment dire, de forme d'expression artistique totale dans ce médium qu'est le cinéma. Est-ce que tu affirmerais ça aujourd'hui, après toutes les autres décennies de cinéma? Je vais te rejoindre, mais d'abord, je pense que pour que l'art évolue, l'art de mourir. Donc, c'est pas triste que ça s'arrête là. C'est la vie. J'ai pensé à d'autres films sur le cinéma qui disent la même chose.
l'art pour évoluer et de mourir. Et en tant qu'œuvre d'art, Napoléon est faux, évidemment. L'art total, je ne suis pas vraiment d'accord parce que si on parle d'art pour l'art, il faut exclure Napoléon qui parle de politique. Mais si on parle juste d'expression artistique et de forme filmique, Napoléon, c'est potentiellement une des plus grosses recherches qu'on a eues en France. Et donc tu penses que ça n'a pas été dépassé depuis? Il doit pouvoir avoir été dépassé, mais parce que la roue le dépasse. Ouais, ok, ouais. Moi, j'ai Si pas on vu parle, La Roue et ça va être compliqué, mais oui. si on parle de film post-Napoléon, ça va être dur de trouver un film qui recherche autant en France. Des films que j'ai préférés, il y en a un beau paquet, des films que je trouve objectivement meilleurs en termes de forme, ça va être compliqué à trouver. Et pourtant, on est quasiment 100 ans après sa sortie. Donc, questionnons aussi un petit peu l'industrie du cinéma français en particulier, et demandons-nous aussi, c'est une question ouverte pour toi, mais aussi pour nos auditeurs, est-ce que le cinéma français sera un jour capable, euh, 100 ans après, de pas dépasser, puisque le cinéma n'est pas un terrain de jeu compétitif, mais d'essayer de retrouver ce goût pour l'expérimentation, pour la recherche, pour, comment dire, le, le maniement de la forme artistique du cinéma et de son Alors, expression aussi. je pense qu'on peut retourner, utiliser le cinéma comme un terrain de jeu pour expérimenter un maximum de la forme, mais on pourra le faire qu'en s'en détournant du numérique. J'ai pensé à Bertrand Mandico. Pour moi, pour retourner de l'expérimentation totale de la forme, il faut dépasser ce numérique qui donne juste un côté plus qu'artificiel à la forme, ou alors, ou alors le détourner comme fait un Bruno Dumont. Ouais. Oui, donc Mais le numérique aurait, selon toi, pas de forme. C'est une position, hein. Là, on rentre dans moi, des débats qui sont peut-être compliqués, mais pour moi, je pense que en, le en- numérique nuit beaucoup à la forme actuellement. oui, Il y a certains Américains comme Michael Mann qui réussissent à l'utiliser parfaitement. Fincher réussit à l'expérimenter, le numérique, mais le vrai problème, c'est qu'en France, le numérique, ça va être compliqué d'en tirer beaucoup de choses. Il y en a peu qui veulent essayer. c'est vrai aussi, mais d'un point de vue plus international, euh, qu'en est-il de ce Napoléon? Euh, Parce que voilà, je sais pas si internationalement c'est un film qui a sa réputation. C'est d'ailleurs pas un film que l'on discute souvent. On peut remercier la Cinémathèque française et son directeur Costa Gavras d'avoir entamé cette refonte parce que sûrement que c'est grâce à ça aussi que le film survit encore de nos jours, puisque c'est un film qui, je pense, de mon simple point de vue, aurait eu tendance à disparaître autrement. S'il n'y avait pas tout ce travail de recherche et de recréation derrière, euh, comment ce film peut avoir une existence en dehors du cinéma français dans lequel on essaye tant bien que mal de le cantonner depuis ce début d'épisode en le comparant aussi à, à des filmographies postérieures. Quelle est sa place à l'international selon toi? Et finalement, en tant que question un peu plus large, mais où est-il dans l'histoire du cinéma? C'est, je pense, une question importante puisque ce n'est quand même pas rien comme film et comme projet, comme ambition. Où est-ce qu'il passe? Qu'est-ce qu'on en retient finalement de ce Napoléon? À l'international, c'est comme en France, un film qui marque beaucoup. On pense à notamment à la restauration qu'a fait le BFI de ce film-là, à bien avant la cinémathèque, d'une version de 5 heures, je crois. Et on en arrive au point où, de l'histoire du cinéma, c'est un point de bascule. C'est la fin de l'avant-garde, c'est aussi le début des grandes fresques épiques autres qu'américaines. Et surtout, c'est un film qui va aider énormément au niveau historique.
c'est pas quelque chose qui a continué, mais c'est quelque chose qu'il faut être nécessaire. Oui, c'est aujourd'hui, en tout cas, dans la fresque chronologique de l'histoire du cinéma, c'est un repère important, ce Napoléon, pour toutes les raisons qu'on a pu en dire. Et donc c'est aussi intéressant de voir que la Cinémathèque entreprend des refontes de certains films qui commencent aussi petit à petit à mourir par oubli et par abandon aussi peut-être des spectateurs. Et donc la restauration, et c'est un débat qu'on tient souvent d'ailleurs, mais c'est un moyen de faire perdurer cette histoire de cinéma et aussi potentiellement de la sauvegarder. Il en reste que pour qu'elle subsiste, pour qu'elle puisse vraiment continuer à garder ses bases solides, l'histoire du cinéma doit avant tout être vue, je pense. Et c'est aussi en cela que nous vous invitons, Joe et moi, à vous rendre en salle si c'est encore possible. Je pense que ça commence à devenir compliqué puisqu'on enregistre cet épisode quand même relativement longtemps après la sortie en salle des deux fresques. Mais on vous invite vraiment à aller voir ce Napoléon pour l'expérience. Ça peut même être un défi puisque des films de 7 heures en salle, on en voit, pour ainsi dire, jamais. Euh, non, mais c'est un vrai point de repère, un vrai point de sauvegarde aussi. Et, euh, et bien sûr que formellement, c'est l'un des projets les plus intéressants. J'aimerais bien rebondir là-dessus aussi, sur sa forme, parce qu'on a beaucoup parlé de manière assez large de son sens de l'épique, du grandiose et du spectaculaire. Mais on n'a tout simplement pas parlé, enfin, on n'a pas nommé précisément quelles sont les expérimentations d'Abel Gans. On a parlé du Polyvision, certes, donc je vais essayer d'expliquer parce qu'on l'a cité sans dire précisément ce que c'est. Et pour certains de nos auditeurs, peut-être que ce n'est pas forcément acquis. Donc en fait, le Polyvision, c'est un procédé donc qu'avait inventé et breveté Abel Gans qui, en gros, permettait d'établir une sorte de panorama, donc un ultra grand angle, si on peut dire ça comme ça, en diffusant trois images distinctes en les projetant sur trois écrans différents, donc de gauche à droite. Il faut s'imaginer trois écrans collés horizontalement et sur lesquels on diffuserait trois images comme si en fait on avait projeté une sorte de panoramique qu'on aurait scindé en trois. Donc voilà, c'est assez compliqué à expliquer, mine de rien, ce qu'est le Polyvision. Mais, euh, mais c'est une forme, on va dire, très surprenante. Surtout que voilà, Gans met ça en scène de façon tout à fait fabuleuse. Il y a encore ce côté de surprise et de spectaculaire quand le Polyvision apparaît. Mais je pense que ça a dû faire son effet dans les rares salles qui l'ont projeté à l'époque, parce que c'est un procédé vraiment stimulant de se dire qu'on passe d'un écran en 4 tiers simple, en noir et blanc, à finalement trois écrans qui vont s'allumer en même temps pour diffuser une seule et même image, certes scindée en trois, mais qui va aussi avoir des couleurs, puisque la couleur a aussi une part importante dans le Napoléon d'Abel Gance, quand bien même c'est un film en noir et blanc, puisque la pellicule va être teintée, souvent de bleu, blanc et rouge, pour former le drapeau français, mais aussi pour simplement donner des ambiances. On peut avoir par exemple des scènes de nuit, des scènes d'intérieur qui vont être, donc la pellicule va être teinte en un espèce de jaune orangé pour simuler, on va dire, l'éclairage artificiel ou du moins l'éclairage à la bougie qu'il y a à l'intérieur du foyer. C'est plein de petites expérimentations comme ça, et puis aussi, bien entendu, les grands travaux de cette avant-garde, comme la surimpression, qui est ici manié par Gans dans des plans tout simplement fabuleux en termes de composition. On pense à je pense à une triple superposition d'images entre un gros plan sur le visage de Napoléon, sur l'Assemblée qui est totalement hystérique, et en même temps une map monde, donc ces trois images qui sont superposées pour faire signifier plein de choses en fait, et c'est en ça aussi que ce film a une importance particulière dans l'expression cinématographique, puisque la surimpression a tout à fait sa place bien entendu, mais accompagne fortement le spectateur vers
bah, vers une pensée plus artistique du cinéma, enfin le spectateur de son époque en tout cas, quoique de la nôtre aussi, hein, parce que vraiment c'est un film qui reste surprenant même quasiment 100 ans après. Donc, euh, donc voilà, il fait des choses vraiment passionnantes. Toi, Joe, qu'est-ce qui t'a formellement marqué dans ces 7 heures de métrage? C'est avant tout son travail des visages. Et sa surexpression pour pallier du coup à ce côté muet qui nous donne des séances de vignettage absolument folles. Je pense notamment à toute la manière dont il traitait le personnage de Robespierre et de Danton. Je pense aussi évidemment aux conquêtes et aux polyvisions. Mais tu l'as dit, c'est impossible d'aimer le cinéma et de ne pas se retrouver submergé par ces trois écrans jusqu'à en oublier qu'aujourd'hui on peut vivre ces trois écrans-là en un plan, mais toutes ces plans teintés, pareil. Tu parles de MapMonde, on est ici à Belgan, ici il noie sa pellicule. Évidemment, le bleu-blanc-rouge, c'est la France, mais c'est surtout le cinéma qui surplombe le monde ici. Le blanc étant du coup pas forcément un choix de couleur, mais juste un écran normal. Si on suranalyse et surélève le tout, c'est le monde qui accouche du cinéma. Et ici, la France. Ce qui serait, ce qui serait du Qui coup est cohérent quand on sait que les ambitions de Gans étaient de mettre au monde une forme artistique pleine et nouvelle. effectivement. Et ça va même plus que loin, ça recoupe directement, ça recouperait directement aux Frères Lumière. Ce serait le film projeté sur le drapeau. Parce que le cinéma, il est né où? Il est né en France. Et c'est aussi en ça que du coup perdure une forme de fierté patriote dans Napoléon, pas parce qu'on on s'attaque à l'une des grandes icônes de l'histoire française. Bien sûr, on peut la discuter, on peut la contester, hein, et je vous invite fortement à le faire, mais, euh, mais la forme patriotique aussi de ce film réside aussi en ça, c'est-à-dire que c'est une fierté de pouvoir affirmer que le cinéma est français et que ceux qui ont tenté de le faire évoluer, de l'emmener à son paroxysme, maintenant il faudrait discuter s'ils ont réussi ou pas, mais ce sont les avant-gardistes français. Donc finalement, en tant qu'objet formel pur, c'est aussi une forme d'affirmation patriotique. Toutes les grandes avancées du cinéma dans sa forme sont françaises et perdureront en France jusque, je pense, le cinéma classique qui va être mis en exerce par Hollywood notamment. Bien sûr, de grands cinéastes étrangers, que ce soit, je sais pas, Griffith, Murnau, etc., ont bien sûr affirmé aussi la forme artistique à cette époque, mais pas autant et pas avec l'ambition qu'avait Abel Gance et ses confrères de l'avant-garde française. Donc je pense que c'est un film aussi patriote en cela. Du coup, c'est là-dessus que je pense qu'on va conclure cet épisode. Bien sûr, en 40 minutes à peu près, on ne peut pas tout dire d'un film de 7 heures. Donc le meilleur moyen finalement pour essayer de comprendre et d'emmagasiner le plus d'informations possible, bah ça reste de le voir, si tant est que ce soit encore possible à l'heure où l'on sort cet épisode. Mais on vous invite vraiment à vous y intéresser, d'abord parce que c'est important pour l'histoire du cinéma, parce que c'est un film vraiment plaisant, sympathique à voir, et qui, franchement, on l'a dit en début d'épisode, il peut tout à fait emmener n'importe quel spectateur, même vierge de tout film muet. Euh, c'est vraiment un défi, mais un agréable défi, puisque voilà, c'est peut-être 7 heures de film, 7 heures de film muet dans une salle de cinéma, mais je pense que c'est l'une des expériences les plus vibrantes que j'ai eues cette année dans une salle de cinéma. Donc je vous invite, et Joe également, je pense, à voir ce film de toute urgence. Peut-être qu'il ressortira d'ailleurs par Arte ou par France TV ou par n'importe quel service qui voudrait euh,
sans le repartager, sachant que Netflix est un des grands mécènes aussi de ce remaster, donc potentiellement une sortie à prévoir sur leur plateforme. En tout cas, voilà. Si l'occasion vous vient de tomber sur cette version et d'aller la voir, ben foncez, foncez, parce que c'est décidément un très grand film. Donc vous l'avez compris, on vous invite très fortement à aller le voir et ceux qui l'ont déjà vu, bien entendu, à partager cette expérience de cinéma muet un peu hors du temps, avec nous, et avec les autres dans l'espace commentaire, à venir aussi discuter de ce film. Nous vous invitons également, eh bien, à suivre toutes les aventures, critiques de la Septième Illusion, de nous-mêmes et de nos collègues du collectif. Et puis voilà, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Joe et Hugo. Salut, salut!